Europe 1. Votre invité ce matin, Sonia Mabrouk, est médecin de santé publique et signe un nouvel ouvrage. Mais malheureusement, je n'ai pas le titre sous les yeux. Pouvez-vous me le rappeler peut-être ? Réparer la santé, Tout ça se simplement. retient facilement. Merci parce que c'est beaucoup. l'essentiel. Et j'ajoute démocratie, éthique, prévention aux éditions Rue de l'Échiquier. Bienvenue sur Europe 1 et bonjour Alice Desbioles. Bonjour. Vous aviez précisé, Dimitri, que nous avions reçu le docteur Desbioles il y a un an et je lui avais posé une question, je vais la réitérer, sur les conflits d'intérêts qu'on trouve avec Alice Desbioles. On était d'accord sur ce point, que c'est toujours important de préciser d'où vous parlez, comme on dit. Tout à fait, donc je précise que je n'ai aucun conflit ou lien d'intérêt à déclarer. Et ainsi, on peut démarrer cet entretien. On va beaucoup parler de santé, mais tout d'abord, on va faire le lien avec la retraite. Évidemment, c'est l'une des questions centrales liées à la retraite, le sujet de la santé, docteur Desbioles. Dans quel état de santé peut-on espérer passer sa retraite ? D'abord, est-ce que l'espérance de vie en bonne santé stagne depuis une dizaine d'années, comme on l'entend ? Alors, la question de savoir dans quel état de santé on va passer sa retraite, cela dépend de nombreux paramètres. Bien sûr, le travail que l'on a exercé, sa pénibilité en l'occurrence, mais aussi les comportements que l'on va adopter, la manière dont on va s'alimenter, si l'on va fumer, si l'on va boire, si l'on va faire de l'activité physique, enfin boire de l'alcool. Donc, c'est tous ces paramètres-là, bien sûr, qu'il faut prendre en compte et qui vont déterminer finalement la qualité de vie aussi dont l'on va disposer à la retraite. En ce qui concerne l'espérance de vie et notamment l'écart d'espérance de vie, je pense que c'est sur ça qu'il faut insister entre les plus modestes et les plus aisés. Il est de 13 ans pour les hommes, donc entre les plus modestes et les plus aisés, et de 8 ans chez les femmes. Donc là, on voit bien qu'on a aussi une inégalité entre le statut social en ce qui concerne la vie elle-même et son espérance de vie. Donc pour les hommes, et en particulier pour les plus modestes, l'espérance de vie en bonne santé, elle stagne, peut-être qu'elle régresse, mais en tout cas, elle stagne comme on l'entend depuis une dizaine d'années. Ça, on peut le dire pour ces catégories-là. Oui, et on a surtout un écart majeur entre le niveau de vie, et je pense que c'est cela aussi qui doit nous interroger, notamment en termes de contrat social et de justice sociale entre les différentes catégories. Mais docteur Desbioles, est-ce qu'il y a un âge, un bon âge, si je puis dire, pour partir à la retraite en bonne santé ? Alors, est-ce qu'il y a un bon âge qui correspond à tout le monde ? Alors ça, encore une fois, je pense que ce serait trop simple de le dire. Il y a plein de critères pour définir un âge propre à chacun pour partir à la retraite. Bien sûr, la pénibilité du travail, je vais y revenir, mais au-delà de la question de la pénibilité du travail exercé, qui n'est pas le même pour tout le monde et qui donc conditionne forcément un âge différent pour partir à la retraite normalement, on a aussi les aspirations des individus. On a besoin aussi de personnes en bonne santé qui ont du temps libre à offrir d'une certaine manière à la collectivité. Les personnes à la retraite participent énormément aux activités de bénévolat dans les associations. C'est un tiers des bénévoles. Elles participent beaucoup aussi à la garde des enfants, des petits-enfants. Elles font visiblement autant d'heures de garde d'enfants que les assistantes maternelles. Donc elles participent aussi du bon équilibre de notre société. Et en ce sens, on a besoin aussi de personnes en bonne santé et avec du temps libre. Un âge identique pour tout le monde, ce serait encore une fois illusoire. Oui. Tout à fait. Et on va prendre un exemple très concret. Selon le métier que vous exercez, vous n'êtes pas exposé aux mêmes risques. On a des expositions professionnelles qui sont par exemple responsables chaque année de 12 000 cancers d'origine professionnelle. C'est 3,6% des cancers chaque année qui sont liés à des expositions professionnelles et notamment certaines professions dans le domaine de la chimie, bien du sûr, BTP, ou alors les travailleurs les du bois, égoutiers qui sont exposés à des maladies professionnelles. Des substances chimiques. Et au-delà de ça, on a aussi la question de l'usure professionnelle. On a des risques psychosociaux selon les métiers que l'on va exercer. On sait par exemple que les soignants, toutes les professions du soin, toutes les professions qui ont l'humain au cœur de leur pratique, sont aussi des métiers qui sont plus fatigants, qui sont plus usants, qui peuvent vous confronter à des conflits éthiques, à des conflits de valeurs. Et donc tout cela fait que un âge identique pour tout le monde, d'une certaine manière, c'est profondément injuste, puisque si vous êtes un agent de nettoyage, par exemple, vous allez cumuler les contraintes avec votre métier, vous allez avoir des horaires décalés, vous allez travailler très tôt, très tard, parfois faire du travail de nuit, avec des contraintes physiques, des gestes répétés, vous êtes souvent seul, parfois avec du temps partiel imposé, beaucoup de trajets. Et c'est aussi souvent des publics qui cumulent aussi des vulnérabilités, souvent des femmes seules. Est-ce qu'on tient compte de tout cela ? Vous êtes en train de nous décrire là un panorama avec beaucoup d'arguments, de réalités. Est-ce qu'on tient compte ? Est-ce que vous l'entendez aujourd'hui, ce débat essentiel, puisque là, vous nous parlez des retraites comme d'un choix de société en réalité, Tout et à pas fait. comme d'un choix comptable seulement.
Tout à fait, hein, c'est vraiment la question du choix de société. Alors ça me fait penser aussi à la gestion de crise du Covid, hein, on y reviendra aussi sûrement, où toutes ces réformes ou ces politiques publiques sont présentées au nom de notre bien, au nom de la santé, là en l'occurrence au nom de la pérennité du système et de l'urgence de santé des retraites, voilà, donc au nom de l'intérêt général. Mais à aucun moment cet intérêt général n'est clairement défini, n'est clairement débattu, n'est clairement décidé de manière collective et démocratique. Et en ce sens, pour moi, c'est vraiment... on a une certaine forme finalement d'injustice, hein, et si on fait le parallèle avec le système des retraites, abîmer d'une certaine manière le contrat de travail, cela revient à abîmer aussi le contrat social. C'est important ce que vous dites, vous avez dit, ce n'est pas, en tous les cas, ce n'est pas débattu de manière démocratique. On peut vous opposer l'argument, Alice Desbioles, de vous dire qu'il y a eu une campagne présidentielle et que cette réforme n'a pas été cachée, mais vous estimez malgré tout qu'un tel choix sur une réforme des retraites et un allongement de l'âge de départ à la retraite, ça doit être plus important, ça doit infuser dans la société, on doit en débattre, peut-être même faire un référendum, que sais-je. Pourquoi pas, hein, effectivement, mais c'est vraiment la question, voilà, de l'intérêt général et du choix de société dans lequel nous souhaitons collectivement nous engager. Vous avez raison, ça n'a jamais été cachée, hein, cette intention-là, mais je pense néanmoins qu'elle peut être rediscutée, notamment aussi au regard de la faible adhésion de la population à cette réforme. J'ai encore une question en particulier là-dessus, parce qu'il y a un argument, Alice Desbioles, selon lequel un grand nombre de Français meurent avant d'arriver à la retraite, avec ce chiffre vraiment terrible. Un quart des Français les plus pauvres qui sont déjà morts à 62 ans. On l'a beaucoup entendu cet argument, notamment auprès de la gauche ou encore de la CGT. Est-il vrai ce chiffre ? Oui, je crois que c'est un quart des hommes. Précisément, pauvres, oui. Et les plus pauvres, c'est-à-dire 5% même des revenus les plus modestes. Si je peux me permettre, c'est un quart des 5% les plus pauvres, soit 1,25%. Voilà, c'est-à-dire que c'est extrêmement marginal. Le chiffre on n'arrive pas d'ailleurs à qualifier, à quantifier ce nombre de personnes, mais enfin, il existe. Hein. Tout à fait, et quand bien même il serait marginal, hein, on l'a dit en début d'émission, hein, l'espérance de vie entre les plus modestes et les plus aisés, l'écart d'espérance de vie est de 13 ans chez les hommes et de 8 ans chez les femmes, avec en plus un niveau, on va dire, une santé qui va être un petit peu plus abîmée, forcément selon la profession aussi que vous avez exercée. Donc là, encore une fois, ça vient questionner la justice sociale aussi et la question des inégalités, qui est un sujet pour moi essentiel. Essentiel, on va y revenir. Et le choix de société, Alice Desbioles, vous avez insisté sur ce temps de retraite qui peut être utilisé collectivement pour ses petits-enfants, pour le bénévolat, pour les associations. Et puis, il y a ceux qui veulent. Il y en a aussi travailler plus longtemps, qui estiment que le travail n'est pas c'est pas être asservi, mais c'est peut-être un accomplissement. Est-ce qu'il faut tenir compte aussi de cette part des Français qui est réelle ? Alors bien sûr, hein, le travail peut être un formidable outil d'autonomie, et nul n'est là pour dire, enfin en tout cas pas moi pour dire le contraire, hein. D'ailleurs le chômage, hein, est responsable chaque année de 10 à 14 000 décès par an. C'est un facteur de risque majeur pour la santé, hein. Donc bien sûr que le travail, mais encore une fois ça dépend quel travail. Si vous êtes un ingénieur informaticien, bien vous sûr, pouvez télétravailler, vous êtes des professions, on va dire, intellectuelles supérieures, que vous avez un cadre qui va être très confortable. Vous avez effectivement, hein, des personnes qui ne souhaitent pas s'arrêter. Par contre, vous avez des infirmières, des instituteurs, des assistantes sociales, des aides-soignantes qui ont un travail qui est fatigant, qui est usant, qui ne peuvent pas aller de toute façon jusqu'à 64 ans et qui s'arrêteront avant, peut-être avec une retraite qui ne sera pas à taux plein, donc des personnes qui seront appauvries, paupérisées, après avoir quand même servi avec beaucoup de loyauté et d'empathie pour le bien public dans des professions, voilà, de service public. Est-ce que c'est vraiment cela qu'on veut ? Parlons de ces personnes-là et parlons de l'environnement dans lequel ils sont et qui nous concerne au premier chef, parce que là on parle de la santé, on parle de l'hôpital. Si vous deviez qualifier, Alice Desbioles, en un mot, je sais que c'est compliqué, mais l'état de notre système de santé, que diriez-vous aujourd'hui ? Je dirais qu'il est abîmé. Et qu'il a besoin d'être réparé profondément. Et bien sûr, quand je parle du système de santé, je ne fais pas référence qu'à l'hôpital ou à la médecine de ville. Je parle vraiment de l'ensemble des professions qui vont prendre soin des autres. Hein. Donc ça implique aussi la médecine scolaire, la médecine du travail, tous les services de protection de l'enfance, toutes les PMI, hein, les services. Tous ces secteurs sont abîmés aujourd'hui ? Bien sûr, tout ça est profondément abîmé. On ferme des établissements, on a des professionnels qui ne sont pas forcément valorisés
qui sont en permanence confrontés souvent à des conflits de valeurs, à des conflits éthiques, qui sont mis en difficulté pour accomplir leur mission. Pareil pour les professionnels qui travaillent en EHPAD, pour les auxiliaires de puériculture. Toutes les personnes qui ont l'humain, qui ont le lien à l'autre au cœur de leur métier sont profondément malmenées. Et à mon sens... Il y a une forme de malmené, vous dites. Les conditions de travail sont difficiles, effectivement. Ce sont des professions qui sont assez peu valorisées, qui sont, on l'a dit, qui peuvent être usantes, qui peuvent être à certains égards difficiles, pénibles. Le contact avec le public, c'est quelque chose qui est connu pour générer des risques psychosociaux. Et ceci devrait, à mon sens, être pris en compte à la fois dans leur valorisation pécuniaire, mais pourquoi aussi... ça ne l'est pas, Alice Desbiol? Quand vous êtes venue il y a un an, on avait beaucoup parlé évidemment aussi de la crise du Covid, et les politiques ont répété, notamment à ce micro et partout, plus rien ne sera comme avant. Il y aura un avant et un après. Mais qu'est-ce qu'on a retenu? Qu'est-ce qui a été retenu? Quelles leçons? Effectivement, je pense qu'il serait intéressant de dresser un bilan de cette période, de cette séquence que nous avons traversée. On nous avait parlé du monde d'après. Effectivement, avec tous les milliards aussi qui ont été déversés, on aurait pu espérer voir ce monde d'après advenir, où on aurait effectivement mis la santé dans toutes ses dimensions, physique, mentale, sociale, environnementale, au cœur de nos priorités. Malheureusement et paradoxalement, cela n'a pas été le cas, puisque la santé n'a jamais été aussi abîmée qu'aujourd'hui. Aussi abîmée. Là, vous tirez, on l'entend souvent, ce discours. D'ailleurs, la santé ne se résume pas seulement à la seule médecine libérale, à la seule médecine générale, mais de différents postes aujourd'hui de responsabilité. On l'entend. La question que l'on se pose en vous écoutant, Alice Desbiol, c'est peut-être la question plus générale de notre modèle social. Est-ce qu'un modèle social peut tenir quand l'un de ses piliers, comme le système de santé, est à ce point abîmé comme vous le décrivez? Alors encore une fois, c'est une question aussi de choix de société. Tout dépend des investissements et de l'engagement que l'on veut, de l'ambition que l'on veut avoir pour son pays, pour son système de santé en l'occurrence. Et si on remplace l'ambition par juste, on va dire, des questions de gestion, forcément, effectivement... Des gestions. C'est-à-dire que il n'y a que des gestionnaires de crise en ce moment qui prennent le pouvoir, enfin, qui prennent les décisions plutôt, qui sont au pouvoir. Écoutez, ça c'est une question complexe, on va dire, mais qui appelle une réponse simple, oui ou non. En tout cas, il me semble que c'est un choix de société que l'on doit faire. Et on doit décider collectivement de nos priorités. On l'a vu avec la gestion de crise Covid, où des milliards, littéralement, ont été déversés. Et malheureusement, avec très peu d'investissements. Où sont-ils allés? Beaucoup ces milliards dans déversés. Beaucoup de dispositifs, on va dire, volatiles. Donc on n'a rien construit de solide, on n'a rien construit en dur. Et c'est quelque chose qu'on observe assez fréquemment. Il y a des rapports sur ces questions-là de gestion de crise, notamment infectieuse, même dans des pays d'Afrique, par exemple pour Ebola, où on voit que finalement... il y a énormément d'argent qui est mobilisé, mais de manière ponctuelle et pour des dispositifs qui ne sont pas pérennes. On ne va pas construire de centres de santé, on va louer des véhicules au lieu de les acheter. Donc il n'y a pas vraiment d'investissement et c'est une grande dépense sans vision, si vous voulez, de moyen et long terme. On vous entend, mais ça aussi, Alice Desbiol, peut-être aussi un point positif, en tout cas une couleur dans ce tableau un peu noir mais lucide. Si on compare avec d'autres pays, est-ce qu'on se console? Alors évidemment, quand on compare avec les États-Unis, il n'y a pas de comparaison. On se dit merci la France, heureusement qu'on est là aussi et qu'on vit en France. Oui, bien sûr, et moi personnellement je suis très attachée justement à ce service public, à cet hôpital, à ce système de santé dans sa globalité, et c'est pour cela que je plaide pour justement le réparer, croire en lui et investir. Et quand je disais que la santé est abîmée, c'est bien sûr la santé individuelle, que ce soit lié au Covid, que ce soit la santé mentale, la santé des enfants, les violences qui ont augmenté, le nombre de bébés secoués qui a augmenté, les violences intrafamiliales, les maltraitances sur les enfants, le fait de ne pas avoir pu enterrer ses proches, tous les retards à la prise en charge des patients atteints de cancer, donc l'augmentation de la pauvreté, tout cela a été dévastateur. Mais il y a autre chose qui a été abîmé. C'est finalement ce qui nous relie, c'est le lien aux autres, c'est la confiance en ces médecins, en ces professionnels de santé, en la parole scientifique. Là, on a un rapport Ipsos de 2020 qui nous dit que 65% des Français pensent que les scientifiques se laissent influencer par des groupes de pression industrielle et donc qu'il est compliqué de leur faire confiance. Voilà pourquoi la première question était importante. Vous n'avez pas de conflit d'intérêts et vous parlez de manière libre, mais je le note aussi engagé. Elisabeth est engagée de manière non partisane. Vous êtes engagée pour tenir compte de ces soignants. Il y a une catégorie de ces soignants, ils font partie évidemment de tout ce système de santé. Ce sont les soignants non vaccinés et donc non réintégrés.
À ce sujet, le ministre de la Santé dit qu'il y a un problème éthique. Elle est réintégrée et donc la France maintient sa position. Qu'en pensez-vous ? Alors déjà, moi je précise que je suis vaccinée. D'ailleurs, je souhaite adresser une pensée aux milliers de personnes, effectivement, qui ont exercé leur droit au consentement et en l'occurrence, donc, qui ont refusé de se faire vacciner contre le SARS-CoV-2 et qui depuis sont suspendus, depuis pour certains maintenant 16 mois. Injustement, selon vous ? Sans aucun revenu. Donc voilà, je voulais leur dire qu'on ne les oublie pas. Effectivement, alors là, c'est une question qui dépasse, à mon sens, la question scientifique et médicale. C'est la question du libre exercice de son consentement, qui pour moi est et d'ailleurs pour la loi, normalement, est un pilier crucial de la démocratie en santé, de la médecine moderne aussi. Donc cela, effectivement, devrait, je pense, nous interroger sur notre manière de gérer certaines situations. Effectivement, pour moi, c'est profondément, ça me questionne profondément. Merci Alice Desbioles. Votre livre s'intitule, et ça c'est des questionnements profonds, Réparer la santé, démocratie, éthique, prévention. Tiens, je vais citer un autre de vos livres, L'éco-anxiété, vivre sereinement dans un monde abîmé. Et je sais que ça va inspirer Gaspard Proust, car en feuilletant un autre très bon livre intitulé, je ne fais pas de publicité pour le livre de mes camarades, mais vous voulez que je cite le vôtre, qui est mon livre de chevet sur l'économie. Rien à voir sur l'éco-anxiété. Oui, pourquoi avec plaisir. Moi je prends toujours les compliments. Gaspard Proust, mea culpa déjà. Et il écrit, avec l'éco-anxiété, la dépression devient un acte engagé. Bon, un peu d'ironie, ça fait. Je vous laisse en bonne compagnie, Alice. Gaspard va nous rejoindre.